Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Estelle. Salut, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Estelle. Il y a 7 ans, ma fille a 2 ans, donc il y a 7 ans, avec mon mari, on a créé un site internet qui s'appelle plaisirdapprendre.com. L'objectif, c'était d'accompagner les parents et les enseignants dans les apprentissages des enfants, mais comme l'indique le nom, plaisir d'apprendre, pour cultiver l'enthousiasme, le plaisir, etc. Pourquoi on a eu cette idée ? En fait, c'est parti déjà d'une grosse frustration de ma part et de celle de mon mari, où moi, j'étais une très bonne élève, mais j'étais en souffrance pendant quasiment toute ma scolarité à cause du système avec les heures, d'être assis pendant des heures, etc. Et mon mari, lui, il avait plus un profil... il avait une logique qui ne correspondait pas à la logique des enseignants, ce qui fait qu'il était souvent saqué parce qu'il ne savait pas expliquer comment il arrivait à obtenir des résultats alors qu'il avait des résultats. Donc voilà, on avait tous les deux ça. Et quand notre fille avait 2 ans et demi, qu'elle était censée rentrer en petite section maternelle, on a bien vu qu'en jouant avec elle et en étant simplement dans la vie et en prenant du temps avec elle, elle apprenait 10 fois plus vite que les enfants qui étaient en maternelle. Donc, elle avait déjà un niveau plus élevé. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on irait la mettre à l'école pour que la lever tôt le matin, un rythme un peu compliqué, etc. Elle avait besoin de beaucoup dormir, notre fille à l'époque. Toujours, en fait. Elle a 9 ans, mais elle a toujours besoin de beaucoup de dormir. Et donc, en fait, on s'est posé plein de questions. Et là, on a découvert qu'en fait, on pouvait faire l'instruction à la maison. Et en fait, en rentrant dans ce monde-là, moi, je me suis intéressée aux neurosciences, je me suis intéressée aux différents profils d'apprentissage, je me suis intéressée à tout ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent à apprendre en cultivant le plaisir d'apprendre. Et là, je me suis dit, purée, si ça existe, j'aimerais le transmettre à ma fille. Pour pas qu'elle soit dégoûtée comme nous on l'a été, et autant en faire profiter les autres. Donc en fait, on a démarré aux prémices de ce que nous on découvrait. On l'a partagé au fur et à mesure de ce que je lisais, de ce qui me nourrissait, de ce qui nous permettait d'expérimenter avec notre fille. Petit à petit, le blog s'est étoffé. Donc voilà, ensuite on a créé des outils, autant pour les parents qui font l'instruction à la maison à leurs enfants, qu'aux enseignants. On avait pas mal d'enseignants qui utilisaient nos outils pour aider à mieux mémoriser, mais sans que ce soit une corvée, pour la concentration, et puis pour découvrir aussi le profil d'apprentissage d'un enfant. Et il existe des outils pour les ados, les adultes, voire ados, on va dire à partir de 15-16 ans, mais pour les plus jeunes, ça n'existait pas trop, donc on a créé quelque chose aussi en ce sens. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait pendant toutes ces années. Et puis là, aujourd'hui, depuis 2 ans, je combine ça avec une autre activité. Je me suis mise à écrire, donc je suis auteure. Et puis il y a mon premier roman qui est en librairie. Là, il a gagné un concours d'écriture. Il est en librairie depuis mars. Donc du coup, on développe autant l'aspect créativité que l'aspect apprentissage un peu plus classique, on va dire. Tu as dit beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu as tout dit limite. Et du coup, je me suis dit, oula, j'ai envie de poser une question sur ça. J'ai même pas eu le temps d'écrire mes questions. Mais je voulais savoir, déjà, on va revenir sur toi. Tu me disais que tu avais été frustrée quand tu étais jeune, on va dire, Ouais. par rapport à l'école. Oui. Est-ce qu'il y avait aussi dans le sport ou dans tes activités physiques, pas forcément en sport, mais activités physiques, ou c'était vraiment que l'éducation, on va dire, scolaire ? Alors, pour comprendre le contexte, moi je suis née, j'ai grandi en Afrique subsaharienne. Donc en fait, jusqu'à mes 16 ans, j'étais dans on va dire de 10 à 16 ans, j'étais dans un lycée français et on était au Tchad. Et en fait, à cause du climat, il faisait très très chaud, on avait cours que le matin. D'accord. Donc du coup, on avait un rythme qui était assez cool. Et moi, à l'époque, j'étais super sportive. J'avais mes après-midi, je faisais du foot, je faisais du basket. Le matin, je me levais plus tôt pour faire mon jogging et pour faire des abdos et tout ça. Et en fait, les après-midi, à l'établissement, on avait cours qu'une fois par semaine pour la séance de sport de 2 ou 3 heures. Et moi, donc mes profs de sport étaient tchadiens.
Et on avait une super entente. Autant dans les classes, parce que donc c'était un petit établissement, on va dire que de la maternelle jusqu'au bac, on était 300 élèves. Donc, en fait, il n'y avait que 2 classes de 6e, 2 classes de 5e, etc. Et même à partir de seconde à terminale, il n'y avait qu'une classe à chaque fois, sauf pour les options, mais on pouvait être genre 3 ou 4 par option, quoi. C'était vraiment... Donc, en fait, il y avait vraiment une bonne entente et les profs de sport étaient très, très cool. Et même les profs, on va dire, des apprentissages classiques, j'ai eu plus de bons profs que de profs qui m'ont traumatisée. Non, moi, ce qui me gênait et qui me frustrait, c'était « t'as tel âge, tu dois savoir ça ». Tu dois savoir ça, en sachant pertinemment, moi, je savais que je n'utiliserais pas certaines notions. On va dire à peu près jusqu'en 3e, c'est des choses qui permettent d'avoir une vue globale du monde, de développer la logique, etc. Mais il y avait quand même, surtout à partir de la seconde et tout ça, il y avait quand même énormément de notions. Je savais qu'elles ne me serviraient à rien dans la vie et je ne voyais pas l'intérêt, en fait. Et tu combines à ça avec certains profs qui sont blasés, donc qui transmettent leur truc, mais sans transmettre, en fait. C'est juste, ils font leur taf. Ou carrément ceux qui sont méchants, parce qu'il y en avait, qui rabaissent, qui cherchent la petite bête. Leur objectif, presque, c'est de faire pleurer les élèves. Donc voilà, tout ça combiné, pour moi, c'était compliqué. Et après, en arrivant en France, donc moi, j'ai fait ma première et ma terminale en France. Donc, contexte complètement différent, dans un lycée où on était 1600. Le sport, en fait, j'étais très douée en basket et je comptais, mon prof, il m'avait dit, donc au Tchad, il m'avait dit, prends basket pour l'épreuve, pour le bac, t'es douée, tu vas avoir une bonne note. Et en fait, j'arrive dans un lycée où il n'y a pas basket. Il n'y avait pas basket, donc on m'a obligée à prendre... je sais plus, je crois que c'était badminton et je sais plus quoi. Donc j'étais pas mauvaise, mais voilà. Donc déjà ça m'a frustrée énormément. En fait, il y avait basket, mais pour faire basket, il fallait faire partie d'un club et avoir déjà un super bon niveau dans ce club-là. Ce que moi, je pouvais pas en fait faire les qualifs pour ça. Donc voilà, c'était mort. Et en plus de ça, l'ambiance était différente là en sport. Les gens faisaient sport parce qu'on était obligés de faire sport, mais il n'y avait plus la même énergie que j'avais quand j'étais dans mes classes d'avant, où tout le monde avait vraiment envie de jouer. Et voilà, là, il fallait le faire, donc voilà. Donc c'était différent. Et puis surtout, moi, ce qui m'a éloignée du sport, finalement, c'est qu'en fait, les horaires et la masse de travail par rapport aux horaires étaient tellement énormes que j'avais plus l'énergie pour faire du sport. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai fait du hip-hop parce que j'aimais bien la danse, donc j'ai fait du hip-hop pendant 1 an. Je continuais à aller courir avec une copine qui faisait de la boxe. On essayait de temps en temps. Mais en fait, petit à petit, ça s'est délité, on va dire. Et j'avais plus le temps, j'avais plus l'énergie, j'y arrivais plus. Tout ce que j'avais, je le donnais pour bosser mes maths, ma physique, ma bio, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, j'ai trouvé ça super dommage. Et je me suis dit, finalement, parce qu'il y a des obligations en classe, on te dit, il faut savoir ça, etc. Et t'as pas vraiment le choix. Toutes les activités qui sont du domaine pour, on va dire, le système classique, c'est du domaine du loisir. Or, pour beaucoup, c'est pas que du loisir, c'est de la passion, c'est quelque chose qu'ils peuvent développer dans ça et qui parfois peuvent même les sauver parce que le sport, la musique, l'art, c'est des activités qu'on a tendance à mettre comme annexes alors qu'en fait, elles peuvent être hyper importantes pour les personnes. Et voilà, tout ça m'a énormément frustrée et m'a dégoûtée d'apprendre. Et après mon bac, j'ai voulu faire des études les plus courtes possibles alors que j'avais les capacités de faire des longues études, mais juste parce que c'était plus possible. Ma vie ne pouvait pas continuer à être dans étudier pour étudier, quoi. Il me fallait quelque chose de pratique. Donc voilà. Justement, là, tu me disais qu'il y avait des choses que tu voyais à l'école que tu savais que ça allait te servir à rien. Et je voulais que tu nous dises, pour toi, justement, ce qui est essentiel ou les besoins essentiels pour, on va dire, un enfant et un ado, ça serait quoi? Pour moi, il y a des bases d'un point de vue apprentissage qui sont super importants. Savoir lire, mais bien lire, comprendre ce qu'on lit. Savoir écrire, savoir calculer,
développer sa logique, parce que la logique qu'on apprend en maths, parfois en physique, en faisant des expériences, etc., c'est important, ça aide pour trouver des idées dans d'autres domaines, en fait. Ça développe certaines parties du cerveau. Donc pour moi, tout ça, c'est très important. Mais il y a plein de notions qu'on n'apprend pas à l'école, malheureusement. C'est toute la dimension créative, et je pense que tout le monde peut être créatif dans des domaines différents. Pour moi, même les scientifiques peuvent être créatifs. Il y a toute la dimension d'estime de soi, de confiance en soi. Il y a toute la dimension d'apprendre à se débrouiller dans la vie de manière concrète, qui existait avant dans les apprentissages en France, qui existe encore dans certaines écoles en Suisse. Tout ce qui est un peu de couture, un peu de cuisine, je sais pas, apprendre à faire un peu sa compta, enfin à gérer un peu l'argent, des cas concrets en fait, de choses qui te permettent dans la vie de pouvoir te débrouiller, qui te sont pas enseignées. Il y a énormément de choses abstraites qui sont enseignées à l'école. Alors je parle pas, la primaire, on va dire que c'est des bases, pour moi c'est ce qui est enseigné, c'est normal, mais il faudrait mettre aussi l'accent sur tout ce que je viens de citer, sur aussi le fait d'apprendre à se connaître, parce que effectivement l'école, les apprentissages, ça va développer certains types d'intelligence. Il y en a qui vont rentrer dans ça parce que ça leur parle, et puis il y en a qui vont pas rentrer dans ça, qui vont se croire nuls, qui vont se croire bêtes, qui vont se croire incapables, alors qu'en fait ils ont d'autres formes d'intelligence qu'on ne leur a pas permis de découvrir, et même on va les avoir étouffés, et du coup ça va conditionner toute leur vie. Ça va conditionner toute leur vie, parce qu'ils vont se dire bah non, ça je peux pas même pas espérer y rêver, et en fait ils vont s'enfermer dans un système de pensée qui va leur être imposé parce qu'ils rentrent pas dans un certain moule, et c'est ça que je trouve dramatique en fait. Et c'est pas la faute, alors c'est la faute de certains enseignants, parce qu'il y a certains enseignants, ils sont comme ça, et si tu rentres pas dans ça, effectivement t'es nul. Mais c'est rare. La majorité des enseignants et des profs, ils ont quand même une envie de transmettre quelque chose de positif. Souvent, après, ils sont désabusés, ou on les laisse pas faire parce qu'ils sont dans un système qui est un mastodonte, qui est énorme, qui est difficile à modifier. Et à moins d'avoir un chef d'établissement et d'avoir des personnes avec qui tu peux monter des projets et faire un peu différemment, c'est compliqué. Mais vraiment, moi, c'est le système en lui-même qui, pour moi, colle à certaines personnes, mais pas à tous. Et qui peut même détruire certaines personnes, malheureusement. C'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai des jeunes et j'ai des adultes, et je rejoins ce que tu dis. Ils sont enfermés des fois dans des pensées, et tu sens que c'est pas de eux, on leur a appris à penser comme ça. Là, je pense à je sais pas moi, des enfants. Je leur dis tiens, fais une traction, juste se suspendre à la barre et donc faire une traction, et ils me disent bah je peux pas. Et je lui dis mais pourquoi tu peux pas? Il me dit parce que. Et je lui dis mais t'as même pas essayé. Essaye, on sait pas, on va voir. Et on va voir ce qui va se passer. Et teste, tente des choses, en fait. Ne sois pas enfermé. Et même des adultes, ils en sont là à se dire, ah ben non, je peux pas. Mais comment tu peux dire que tu ne peux pas, quoi? Tu n'as même pas essayé. Essaye. C'est pas en faisant rien que tu vas avancer, en fait. Il faut essayer. Et donc c'est marrant, et je me demande si ce qui s'est passé, en fait, dans leur éducation pour que ça se bloque comme ça, en fait. Ces fermetures. Ça c'est vraiment, alors ça porte un nom, j'ai oublié le nom, j'avais fait un article sur ça, mais en fait c'est le système de croyance, il est basé sur ce qu'on te dit, et plus on te répète quelque chose, et plus ça va s'inscrire à l'intérieur de toi, et tu vas te conditionner pour accomplir ce qui a été dit. Un gamin à qui on dit t'es bête, t'es nul depuis tout petit, il va le prendre pour vérité au bout d'un moment. C'est inconscient, hein, mais il va le prendre pour vérité. Et après, tout ce qu'on va lui proposer, il va se dire non, de toute façon, je suis bête, je suis nul, donc ça sert à rien. Et ça, c'est dramatique. Et en fait, il y a des façons de modifier ça. C'est pas irréversible, en fait, heureusement, parce que sinon, voilà. Mais en tant qu'adulte qui accompagnons, que ce soit des enfants, des ados ou même d'autres adultes, parce que comme tu dis, il y a des adultes qui sont persuadés de ça et qui vont échouer dans tout ce qu'ils vont faire parce qu'en fait, ils se conditionnent tellement qu'ils créent les circonstances défavorables pour la réussite. Donc, ça va même, c'est pas juste une croyance qui va te limiter, où tu vas te dire je vais pas y arriver, puis si quelqu'un est là et te dire si tu vas y arriver, non, c'est que
qu'ils vont vraiment échouer. C'est-à-dire, il y en a, ils ont les capacités, ils sont capables, mais dans tout ce qu'ils vont faire, ça va foirer. Et après, ils vont dire, de toute façon, j'ai la poisse, donc c'est un cercle vicieux, etc. En tant qu'adulte, alors, c'est un domaine un peu large, je vais essayer d'être très rapide. On dit qu'il existe 5 langages de l'amour. Et ces langages de l'amour, ils sont autant dans la relation de couple que dans la relation parent-enfant, que dans la relation enseignant à, on va dire, d'apprenant à enseignant. Et donc, il y a les cadeaux, il y a les mots, donc dire je t'aime, etc. Il y a rendre service, qui est très important, surtout pour les enfants, etc. Ils ont besoin aussi de savoir que l'adulte peut aider, peut être là en soutien, peut être là pour dire écoute, ça, tu n'y arrives pas, je vais t'aider, on va décomposer ça, etc. J'ai dit quoi? J'ai dit les cadeaux, j'ai dit les services rendus. Les mots. Les mots. Il y a les paroles valorisantes. Ouais. Donc en fait, c'était sur celui-là que je voulais m'arrêter. Je voulais dire l'autre, mais je sais plus, j'ai perdu le fil. Les paroles valorisantes, en fait. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait une parole positive pour contrebalancer, c'est quelque chose comme 5 paroles négatives. Non, pardon. Il faut 5 paroles positives pour contrebalancer une parole négative. C'est l'inverse. Okay. C'est-à-dire qu'une parole négative va beaucoup plus facilement s'inscrire dans l'être de la personne qu'une parole positive. Donc en fait, les compliments, le fait de valoriser la personne en disant là, tu as réussi, de montrer là où il est bon, là où il a réussi, le fait de l'encourager, tu es capable, oui, c'est compliqué, mais regarde, tu vas y arriver, je crois en toi, etc. Toutes ces choses-là, en fait, on devrait non seulement les utiliser facilement, mais on devrait en abuser parce que peut-être que c'est très français de croire que d'être trop dans le compliment, la personne va prendre la grosse tête, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est faux. En fait, on en a besoin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, hein. Ça ne veut pas dire des choses qui sont, voilà, ah, c'est super, alors que la personne, c'est moyen ce qu'elle a fait. Mais par contre, de trouver ce qui est bien, ce qui est bon, et d'encourager et de trouver chez la personne avec qui tu travailles, avec qui que tu accompagnes, en fait, ses qualités, ses points forts, etc. Et ça, c'est un travail qui peut prendre du temps, mais l'enfant, surtout s'il n'a pas été habitué, ne sait tellement pas qu'il a ça en lui que s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur pour lui montrer, il va très très rarement chercher par lui-même le potentiel qu'il a en fait. Ça me fait penser à la discussion qu'on a eue avec Nathan, qui est préparateur mental. On parlait des coachs qui gueulent sur leurs joueurs ou qui les... on va dire que pendant les matchs, vont même les humilier ou les stigmatiser pendant les matchs. Et souvent, c'est une frustration qu'en fait, qu'ils libèrent chez les jeunes, alors que les jeunes, ils n'ont rien demandé, ils ont déjà leur frustration. Et justement, je voulais que tu nous parles un peu de l'humiliation que des fois, les jeunes ont et comment on les stigmatise des fois, nous, en éducateurs, on s'en rend peut-être pas compte à quel point ça peut être quelque chose. Eh ben, en fait... non seulement c'est rabaissant, déjà tu as dit qu'effectivement ils ont déjà leur propre frustration. Ils ont leur propre frustration, leur propre crainte et leur propre pression. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est dans une société qui met la pression monumentale, mais dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que moi je le vois, en plus aujourd'hui avec l'éducation nationale qui a décrété que les enfants à partir de 6 ans, avant d'entrer en CP, devaient déjà savoir tant de mots à lire, etc. En fait, de plus en plus tôt, on met une pression sur l'enfant pour qu'il entre dans certains standards, sinon on a peur qu'il rate sa vie, j'en sais rien. On a peur que... Et en fait, on transmet ça à l'enfant. Moi, je sais que, pourtant, j'ai pas eu des parents qui m'ont... ils étaient très dans l'encouragement, etc. J'étais bonne élève. Mais ma terreur profonde, c'était de pas trouver de métier, de foirer mes études, de pas trouver de métier, de finir sous un pont. Ce qui était une peur complètement irrationnelle, puisque de toute façon, je savais qu'intellectuellement, j'avais la capacité de faire quelque chose, et que de toute façon, j'avais mes parents qui étaient là et qui jamais ils m'auraient balancé à la rue en disant « Ben non, maintenant, tu as 18 ans, tu dégages ». J'ai pas du tout évolué dans un contexte négatif comme ça, au contraire. Donc en fait, je sais pas, je pense que c'est cette pression de se dire « Il faut avoir son bac ».
Parce que si tu n'as pas ton bac, tu ne peux pas faire d'études. Si tu ne fais pas d'études, tu ne peux pas avoir un métier. Si tu n'as pas de métier, tu n'es rien. En fait, on place la valeur de l'être dans ce qu'il va être capable d'accomplir par rapport à sa position dans la société. Et en fait, c'est une erreur monumentale parce que la valeur d'un individu, il est intrinsèque, il n'est pas dans ce qu'il fait. Il n'est pas parce que ce qu'il fait, c'est ponctuel en fait. Tu peux faire quelque chose de bien et puis parfois rater et c'est pas grave. C'est pas pour ça que tu es un raté. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la valeur, elle est à l'intérieur. Et en fait, en étant quelqu'un qui humilie, en étant quelqu'un qui houspille, quelqu'un qui est tout le temps dans montrer du doigt ce qui va pas, etc. Eh bien, on fait croire à l'enfant, à l'adulte, au jeune, peu importe son âge, qu'en fait, ce qu'il est mauvais. Alors que ce qu'il est complètement différent de ce qu'il fait. Sauf que l'enfant, l'ado, il va croire que c'est vrai. Et donc, les deux vont devenir comme une seule entité, en fait. C'est mauvais, t'es raté, etc. Tout, c'est tout dans la globalité. C'est l'être intérieur, c'est ta personnalité, c'est tes capacités et l'acte que tu as fait. Donc, en fait, en faisant ça, on détruit la confiance en soi, évidemment, l'estime de soi, mais en plus la confiance en les autres, parce qu'on a besoin on a besoin les uns des autres. Merci. Pour avancer dans la vie. On peut pas être seul, en fait. Et en fait, c'est pas une tare. C'est quelque chose de positif de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est quelque chose de positif de se dire, bah là j'ai aidé, là c'est l'autre qui m'a aidé, là j'y arrive pas, je vais aller voir l'autre. Et oui, en classe aussi, tu vois, il faut pas copier sur le voisin, il faut pas aider, à part les travails en collectif, tu vois, mais ils sont quand même pas si nombreux. Et donc on grandit aussi avec ça. Et donc c'est très individualiste, c'est tout par moi. Donc si on me dit en plus que ce que moi je fais, c'est nul, qu'on me dit ouais t'as raté ça, ouais il faut faire mieux, tu donnes pas assez, etc. Ben en fait ça augmente encore plus cette pression qu'on te met sur toi déjà pour toutes les raisons que j'ai dites avant. Et du coup bah en fait les jeunes, enfin tu deviens une cocotte minute. Donc il y a en fonction de ta personnalité, tu vas t'écraser, donc tu vas devenir un soumis qui vit les choses terribles, mais en enfermant tout et en acceptant tout ce qu'on te dit. Et il y a des gens au travail qui fonctionnent comme ça. Parce qu'il ne faut pas dire, hein, c'est pas parce que jeune, mais même dans le monde du travail, à 40, à 50 ans, tu conserves en fait ce truc-là. Oui. Sauf si à un moment donné, tu as une prise de conscience ou quoi. Mais voilà, donc soit tu es soumis et puis tu te renfermes et voilà. Soit au contraire, tu vas t'opposer. Et donc là, ben, si tu as un caractère qui est plutôt dans j'accepte pas l'autorité, j'ai du mal parce que pour tout un tas de raisons, etc., tu vas être dans la confrontation et donc tu vas devenir plus agressif, etc. Et l'un dans l'autre, je sais pas lequel est le pire, hein, concrètement, parce que ça crée des êtres malheureux qui, du coup, créent du malheur aussi autour d'eux. Donc voilà, mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis, je voudrais dire aussi que un jeune, enfin jeune ou moins jeune, en fait, dans la façon d'apprendre, il y a plusieurs paramètres qui entrent en compte et il y a cet aspect motivation. Qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à apprendre ou à faire quelque chose? Que ce soit en termes sport ou en termes apprentissage à l'école, quoi. Quelqu'un a mis en évidence qu'il y avait 4 types de motivation, 4 facteurs de motivation. Okay. Il y a ceux qui aiment apprendre pour apprendre. Donc ceux-là, en fait, peu importe ce que tu vas leur proposer, tant que c'est quelque chose de nouveau, ils vont le prendre parce qu'en fait, ça les enrichit et c'est leur type de fonctionnement. Donc eux, ils vont à peu près apprendre tout, à part si vraiment ils n'apprennent rien ou là ils vont s'ennuyer, etc. Ça va devenir difficile. Mais s'ils ont en face quelqu'un qui leur apprend et qui les pousse, etc., même si c'est d'une façon négative, en fait, ils vont juste prendre le contenu et pas le contenant. Donc eux, ça va le faire. Il y a qu'est-ce que je vais... Attends, j'ai mes notes parce que sinon, voilà. Il y a où ça se situe. Il y a des gens, ils ont besoin de savoir, ok, ça tu veux me l'apprendre, mais c'est par rapport à quoi que je sais déjà, par rapport à dans quel domaine exactement, à quoi ça correspond, etc. Ils ont besoin, c'est comme s'ils avaient besoin d'une frise dans leur tête pour savoir hiérarchiser les informations. Okay. Il y a ceux qui ont besoin de savoir à quoi ça me sert. Donc clairement, ceux qui fonctionnent comme ça, c'est un peu mon cas, si tu n'y vois aucune utilité, eh ben, tu vas pas faire d'efforts parce que en fait, tu sais que ça va te servir à rien. Alors, il faut dans ces cas-là trouver une façon
de montrer à la personne, ok, tu as choisi, je prends l'exemple du sport, tu as choisi tel domaine, il y a peut-être certains exercices que tu n'aimes pas faire, il y a peut-être certains trucs que tu trouves que ça sert à rien, mais en fait, maintenant, je vais t'expliquer comment ça va te muscler telle partie du corps et à quoi ça va te servir dans ta pratique d'un autre sport. Tu vois, il faut aller en détail pour trouver le truc qui va montrer qu'il peut y avoir un intérêt à faire ce truc-là que le jeune n'a pas du tout envie de faire. Donc, pour apprendre où ça se situe, à quoi ça sert, et le dernier, c'est avec qui. Il y a des personnes, ça peut être le truc le plus naze du monde, si ils ont un lien avec la personne qui va le transmettre, ça va faire toute la différence. C'est comme ça qu'il y a des gens qui détestent les maths et qui vont adorer parce qu'ils ont eu un super prof qui aura su transmettre le truc. Et à l'inverse, tu peux kiffer un apprentissage, tu peux kiffer un domaine, mais si tu te retrouves face à quelqu'un qui est trop dans l'humiliation, qui est trop dans la surenchère, de te pousser trop loin, qui est trop dans te comparer avec les autres, qui est trop dans tout ce qui est négatif, eh ben ça va bloquer et ça va dégoûter. Et du coup, la personne, elle va associer ce domaine-là à cette personne-là. Et donc, le avec qui est super important. Et en fait, pour moi, même si l'enfant, il est de tous les autres profils, pour apprendre où ça se situe, à quoi ça me sert, il y a toujours celui où nous, on a un rôle à jouer, c'est le avec qui, en fait, dans l'accompagnement, dans la transmission. Et on peut toujours être la personne qui va changer la donne par l'écoute, par le respect, parce que le respect est monumental. C'est pas parce que l'enfant, il a 6 ans, qu'il a 15 ans, qu'il n'est pas une personne qui mérite notre respect comme le président de la République. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si on transmet ça à l'enfant et qu'on est dans la bienveillance, qu'on est dans « Ok, ça, tu as plus de difficultés, on va prendre plus le temps. Ça, t'avances vite, on va tracer, tu vois, s'adapter à lui et tout ça. » Et bien, en fait, l'enfant, les autres blocages peuvent se débloquer parce qu'il va avoir confiance avec l'adulte. Il va nourrir une relation de confiance et de respect mutuel qui va faire qu'il va avoir envie à la fois d'être à la hauteur de ce que l'autre a vu en lui, parce que si l'autre voit le potentiel, il se dit, si lui le voit, même si moi je le vois pas, j'ai envie de lui prouver que peut-être il a raison, tu vois. Et puis aussi, il y a cette notion de vouloir rendre fier l'autre, parce que l'autre a pris le temps et qui s'est mis à sa disposition et qui s'est pas placé en tant que supérieur. Donc c'est super important ce point-là, avec qui. Et donc, pour revenir à ta question, je parle beaucoup, je suis désolée une fois que je suis lancée. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que je pense de l'humiliation, d'être vraiment dans l'agressivité, dans le rabaissement, etc. Ben, en fait, ça ne devrait pas exister. Je pense qu'on peut motiver et trouver, comment dire, une forme de challenger l'autre sans avoir recours à ça, pour moi. Je rebondis sur ce que tu as dit là, sur le fait de avec qui. Ça marche beaucoup aussi sur les adultes, je trouve. Parce que eux, par exemple, ils vont se déplacer. Je sais pas, moi, je parle de mes cours de running, par exemple. Ils vont venir à 2 ou 3. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être. Ils viennent pour être avec quelqu'un et pour passer un bon moment. D'ailleurs, on remarque plus en ce moment avec ce qui se passe au niveau de la politique actuelle, et ce qui fait que les gens ont vraiment un besoin social important. Chez les jeunes, un peu moins, je trouve, parce qu'ils arrivent plus facilement à s'ouvrir aux autres. Donc pour eux, ils vont trouver quelqu'un, ils vont discuter tout de suite avec eux. Il y a moins de groupes fermés, en fait. Ils arrivent plus à aller vers les autres. Après, je sais que dans le sport, on est beaucoup sur la motivation du défi quand même. Alors, plus chez les mecs que chez les filles. Les filles, ça va dépendre des âges, je trouve. Mais tu leur dis, par exemple, je sais pas moi, tu n'es pas cap 2. Et là, tout de suite, boum. Voilà, mais ça, pour moi, je le vois différemment parce que comme tu dis, c'est version défi, c'est pas version rabaissée. Et si tu le dis en général, c'est que tu sais qu'il est capable. C'est juste pour stimuler cette hargne, en fait, ce truc-là de dire je vais te prouver que je le suis, tu vois. Donc l'intention est pas du tout la même et puis les mots sont pas les mêmes, même si tu dis que t'es pas cap 2. Derrière, il y a l'attitude qui montre qu'en fait, le jeune, il le perçoit que tu as confiance qu'il peut le faire, en fait. Et donc, moi, je vois pas du tout... Pour moi, ça se passe pas du tout sur le même domaine. Et le challenge, c'est bon. Je veux dire, on a besoin de ça. Et il y en a qui fonctionnent que comme ça. Donc, ouais.
Voilà, il faut. Incroyable. Mais derrière, tu as les félicitations, derrière, tu as la gratitude, tu as la fierté, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le. Parce qu'il y en a, ils vont te balancer ça comme ça, donc tu vas vouloir prouver que, puis arriver au bout, l'autre, il va quand même te rabaisser en disant ouais, mais tu aurais pu le faire plus rapidement, ou ouais, mais franchement, enfin, tu vois, il va toujours trouver un autre truc pour casser en fait la joie d'avoir réussi. Et parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça en fait, ils savent pas fonctionner autrement. C'est triste. Mm. Et est-ce que tu peux donner des conseils pour améliorer la communication justement avec les jeunes? 2-3 trucs là-dessus? Que justement Pour les moi, entraîneurs ou les enseignants puissent avoir des petites clés pour basculer, ouais. Alors moi, pour qu'ils puissent se rendre compte de choses. je suis plus trop avec des jeunes aujourd'hui. Malheureusement, je vieillis. Malheureusement, je sais pas. Heureusement, je gagne en sagesse, on va dire. Je vais me baser sur comment moi j'étais quand j'étais jeune. Et comment est ma fille, même si elle a que 9 ans, mais déjà je vois, enfin le caractère est déjà bien affirmé, donc je me dis ça doit fonctionner pareil à cet âge-là que plus tard. Déjà pour moi, la première chose, c'est le respect. De se dire que tu as en face de toi des jeunes, mais avant que ce soit un jeune, c'est un être. Et il a en lui, même s'il a une façon de parler, il a peut-être une désinvolture, peut-être voilà, il y a des traits de caractère qu'on retrouve plus chez les jeunes, moins chez les adultes, mais il a quand même ses fêlures, il a ses faiblesses, il a ses combats, il a voilà, et il mérite notre respect. Donc pour moi déjà, de pas se placer en supérieur. C'est pas parce que j'ai une compétence que je suis meilleure, en fait. Ça se trouve, le jeune en face de moi, il est meilleur que moi dans plein d'autres domaines. Donc, et faire sentir ça à l'ado que, ben, ok, là c'est moi qui te transmets ça, mais je suis pas au-dessus, t'es pas en dessous. On est côte à côte et je t'aide à avancer pour qu'on avance ensemble. Donc déjà pour moi il y aurait ça. Et puis pour contrebalancer ça, le fait d'être soi, c'est-à-dire même si effectivement il y a une notion où on n'est pas potes, on n'est pas voilà pour pas que ça parte dans tous les sens. Il y a quand même cette notion de se dire c'est pas parce que je m'adresse à un jeune que je dois changer forcément mon langage, que je dois être plus strict ou plus tu vois, en fait, mon travail intérieur pour moi, c'est que quand je discute avec un enfant, que ce soit un enfant de 3 ans, un enfant de 12 ans ou un ado, c'est de lui parler comme si je parlais et que je m'adressais à à un ami en fait. Pour qu'il sente que je ne le considère pas comme plus petit ou pas capable de comprendre mes mots, ou parce que même des fois quand on s'adresse à des ados, on a l'impression qu'il faut changer comment on parle parce que comme s'ils Ouais. étaient bêtes et qu'ils n'allaient pas comprendre Ouais, je vois ce que tu veux dire. un certain langage, tu vois. Et parfois aussi, on a tendance à poser des questions un peu je sais pas, moi j'observe autour de moi comme si les ados ils avaient que certains intérêts très basiques et qu'ils n'avaient pas de réflexion, qu'ils n'avaient pas voilà. Donc ouais, de pas changer qui tu es parce que tu t'adresses à un jeune en fait. Le jeune il peut te prendre comme tu es, tout comme tu vas l'accepter tel qu'il est. Il peut parfois mal parler et tu peux lui dire écoute, dans le respect, je te respecte, tu me respectes, j'aimerais bien que tu évites certains mots, etc. Mais c'est pas quelque chose fait avec autoritarisme, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je voulais que tu nous parles aussi, tu me disais que tu travailles aussi avec des profs et des parents sur des systèmes, alors peut-être pas d'évaluation de tests, mais au début tu disais que... Ah, le test d'apprentissage, si. Voilà, exactement. Ouais. Alors, j'ai mis en place ça s'appelle le bouquet des apprentissages. Donc, il reprend le profil d'apprentissage. Le profil d'apprentissage, j'ai perdu le nom. Je suis très, très mauvaise pour retenir les noms. La personne qui l'a mis en place, si tu tapes profil d'apprentissage, il y a un livre qui existe. Et il a créé un test pour les adultes et pour les ados. Je crois que c'est 5 € pour avoir les résultats. C'est quelque chose, c'est très accessible. Et qui reprend donc le profil de motivation là que je t'ai donné, qui reprend les types d'intelligence. Et puis il y a si tu es plutôt visuel, kinesthésique ou auditif. Ouais. Donc il prend ces 3 trucs là, il les détaille bien, etc. C'est très intéressant.
moi, ce que j'ai voulu rajouter encore d'autres choses et puis surtout adapter les questions, les tests aux situations d'enfants. Donc, je l'ai basé plutôt enfants entre 7 et 12 ans, on va dire âge primaire, début collège. Mais en fait, on peut très bien le faire en étant un peu plus grand, c'est pas gênant. Donc, il est accessible sur mon site internet, il est à prix libre en fait. Les gens mettent le prix qu'ils peuvent, qu'ils veulent. Tout notre travail en fait maintenant est comme ça. Avant on avait mis des prix de formation classiques et puis là on vient de changer tout ça, de rendre ça pour rendre ça accessible à un plus grand nombre en fait. Ok. Et donc là ce test il est assez long parce qu'il se fait en plusieurs modules. Il y a 7 modules et chaque module en fait il y a une explication pour l'adulte. Donc alors pour la personne qui va proposer le test à l'enfant, que ce soit l'enseignant ou le parent, si l'enfant est assez grand, il peut le lire lui-même, en fait, il n'y a pas de souci. Après, il y a la phase test, mais là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, parce que parfois, il y a des exercices à faire et il faut pas être biaisé par le fait d'avoir la notice de l'exercice. Ah, d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, voilà, maintenant tu vas faire ça, mais parce que sinon, ça peut biaiser le résultat du jeu, en fait. Ok. Voilà. Après, il y a le résultat, calcul de résultat. Et bon, alors moi, j'ai appelé ça le bouquet des apprentissages parce que l'idée, c'était de rendre ça concret pour un enfant. En fonction du résultat, pour chaque module, il fabrique une fleur. La taille, la couleur, il y a plein de choses qui varient en fonction de ses résultats. Et à la fin, il a les 7 fleurs, parce qu'il y a 7 modules, qui représentent en fait qui il est à l'intérieur et ses forces. Comme ça, il met le doigt sur ses forces, sur ses points plus faibles. Et pour chaque fleur, il y a plein d'outils pour aider à booster là où c'est un peu plus compliqué, où l'enfant a plus de mal, ou au contraire, là où il a des forces, il va pouvoir utiliser les outils, maintenant qu'il sait comment ils fonctionnent, il va pouvoir adapter certains trucs en fonction de sa force. Donc il y a des astuces aussi qui sont données comme ça. Et ça, tu dis c'est un peu long, c'est long comment? Et ben chaque test dure entre 1 heure et 1 heure et demie et il y en a 7. Donc tu vois. Ah oui, donc oui. Okay. Très complet. À la base, je l'avais conçu pour que ça fasse un module par semaine. Maintenant, tout est accessible tout de suite. Donc, la personne peut prendre le temps. Il y a certains trucs, ça sera peut-être des questions faciles. Il faut répondre du tac au tac, donc ça ira plus vite. Et puis, il y en a d'autres, comme je disais, il y a des exercices un peu plus. Ok. Donc, c'est ça que tu fais avec les professeurs, entre autres. Ouais, alors les enseignants les téléchargent, ils téléchargent tout, ils ont les modules, et puis après, ils les proposent en classe au rythme où ils veulent. L'objectif, c'était de leur permettre de l'avoir en début d'année scolaire pour qu'ils puissent aider les enfants à découvrir ça. Après, les enfants repartent avec leur fiche récap, leurs fleurs et puis les outils qu'ils peuvent utiliser. Et ensuite, l'objectif de l'enseignant, c'est de rebondir à chaque fois pendant ses cours en disant alors, avec tel profil, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question, etc. pour rendre le truc plus concret pour les enfants. Mais pour des ados, après, ils peuvent eux-mêmes avoir la propre démarche. Ok, donc même après, les enseignants ont, comment je pourrais dire ça, ont aussi les données ou des données pour pouvoir après travailler sur les profils types qu'ils ont. Tout à fait. Ah, ça, et pour pouvoir aussi adapter leur contenu en disant ok, moi je fonctionnais beaucoup par le visuel, mais il y en a qui sont plus auditifs, donc on va essayer maintenant d'intégrer plus ça. Pour pouvoir, je sais pas, il y a une poésie à apprendre, je donne des techniques pour apprendre des poésies beaucoup plus facilement et de manière plus ludique. Donc ils vont dire bon voilà, maintenant vous savez que pour la mémoire on a travaillé ça, donc du coup pour la prochaine poésie vous allez utiliser cette technique et puis vous allez voir si pour vous ça fonctionne ou pas. En fait, je présente vraiment tous les outils que je donne comme une boîte à outils et les enfants doivent les tester au maximum. Et après, il y en aura forcément quelques-uns qui vont sortir du lot et pour eux, ça va être la révélation. Genre, ça, c'est les outils qui fonctionnent le plus avec moi. Je suis super à l'aise dans ça et que ça va devenir l'automatisme. Mais au moins, ils auront une boîte à outils, ils peuvent piocher si jamais ils se retrouvent face à une autre contrainte, un autre truc qui fait que bah, là, ils bloquent. Bah, ils disent, ah bah, j'ai le réflexe, je vais aller regarder pour voir si je peux trouver un déblocage dans cette boîte à outils. Je remarque que, là, en même temps que tu me parlais de ça, je me disais, plus on a de l'expérience de la bouteille dans le métier d'encadrant, plus on a tendance aussi à rester un peu dans notre zone de confort. Et on a tous un peu des petits tips où on se dit, je dis ce mot, sûr il va comprendre, sûr ça marche. Et je remarque que finalement, plus ça avance, moins on démontre.
Moi, on anime aussi parce qu'on reste sur nos mots-clés. Et on se dit ça passe. Et de toute façon, si ça passe pas, c'est pas de ma faute. Parce que ça marchait avec mes 500 que j'ai eu avant. Oui. Et donc voilà, donc c'est lui qui comprend pas. Et je me dis, il faudrait peut-être qu'on se remette aussi en question et que on n'oublie pas les bases, on doit démontrer, on doit expliquer pour les gens qui ont besoin de logique, de comprendre les choses. Et parfois, il faut faire du kinesthésique et aussi de l'auditif, donc du coup en expliquant. Et même moi, des fois, je l'oublie. Dans mon métier, des fois, je veux aller trop vite, en fait. Je veux pas perdre de temps dans ma séance. Et voilà, et je fais l'erreur de me dire, ah tiens, je vais dire ça, c'est mon co, ça va partir. Et ça part pas. Il y a toujours, en fait, il y a des choses qui fonctionnent avec la majorité, effectivement, mais pas tous, t'as raison. Mais je te rassure, ça nous arrive à tous, hein, de se dire, purée, ça fonctionne, ça, j'ai compris la manière d'expliquer qui est facile, qui voilà, et tu te retrouves toujours face à quelqu'un avec qui ça passe pas. Et voilà, faut pas culpabiliser non plus. Je pense qu'il faut juste en avoir conscience, se dire, ok, et ben s'il comprend pas, c'est pas de sa faute en fait. Toujours se placer en se disant, s'il ne comprend pas, c'est pas de sa faute. C'est que j'ai pas encore trouvé la manière de lui faire comprendre. Et moi, je le vois avec mon mari, des fois, quand on explique une notion à Janae, il a sa façon à lui d'expliquer. Puis moi, je vois la tête de ma fille direct. Je vois, non, mais en fait, elle a rien compris là. Et elle continue d'écouter parce qu'elle veut comprendre, donc elle continue d'écouter. Puis il lui fait des schémas, il lui fait des trucs. Et puis il lui dit, t'as pas compris? Elle dit, ben non, mais j'attendais que t'aies fini pour être sûre qu'au bout, j'aurais pas compris, quoi. Je dis, non, mais Janae, je vais t'expliquer. Et moi, je lui fais autrement parce qu'elle et moi, on a plus la même façon de fonctionner cérébralement parlant. Du coup, j'arrive plus à voir ce qu'elle a besoin. Okay. Mais quand je me retrouve face à un autre enfant qui, des fois, a un blocage, les parents ont un blocage, ils me disent, là, est-ce que tu aurais une idée? Je donne l'idée que moi, j'ai fait avec ma fille et en fait, ça marche pas. Parce que tous les enfants sont différents. Et voilà, donc il faut toujours chercher, mais d'un autre côté, c'est pas mal parce que ça booste la créativité. Et la créativité, c'est la vie. Je veux dire, on en a besoin dans tous les domaines de notre vie. Et ne pas se reposer sur ses lauriers, ça fait partie du jeu aussi. Tu te dis, bah, ok, il n'a pas compris, bah, je vais encore apprendre quelque chose de nouveau pour lui faire comprendre. Et du coup, toi-même, tu grandis, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des points que tu veux aborder et que je n'ai pas abordé avec toi pour l'instant? Non, écoute, ce que moi j'avais, je trouvais important d'aborder, j'en ai parlé comme ça. Donc après, il y a plein de choses à dire, hein, mais c'est pas pour rien que ça fait 7 ans que le blog existe et que voilà. Et c'est pas fini. Et des sites, il y en a plein aussi. Après, il faut trouver celui où on a une affinité avec la personne qui écrit les articles ou qui fait les vidéos. Mais voilà, je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé. Je vais te poser les questions de fin que je pose à tous. Est-ce que tu peux conseiller un livre ou un compte YouTube à suivre ou Instagram comme tu veux? Alors, Insta, moi je suis plus à suivre les auteurs, donc ça va pas trop, voilà. Okay. J'ai remarqué YouTube, je regarde. Ça like moins. J'ai posté sur Instagram des livres à lire et ça, c'est pas la même chose. Hein. Il y a moins de likes. Hein. Bah ouais, c'est une culture, la culture de la lecture. Exactement. Après YouTube, j'avoue que depuis un an, je regarde beaucoup moins. Avant, je me nourrissais beaucoup de vidéos que je mettais quand je faisais ma cuisine, que j'allais marcher, je promenais mon chien, j'écoutais une vidéo. Aujourd'hui, beaucoup moins. Par contre, livres, j'ai pensé à 2 qui ont changé quand j'étais ado, que j'ai énormément aimé, et même adulte. Le premier, c'est Narnia, les Chroniques de Narnia. Pour tout l'aspect évasion, aventure, c'est un conte. Franchement, je l'ai lu, j'étais adulte. Ma fille l'a lu, elle avait 5 ans. Elle a autant aimé que moi quand j'avais 25 ans. Enfin, c'était fou. Et ça s'adresse à tout le monde. Et puis, il y a énormément de valeurs, en fait, transmises dedans, que je trouve super chouette dans les relations entre les frères et sœurs, les relations d'orgueil, de jalousie, et puis les relations, les valeurs plus nobles de caractère qui, petit à petit, se démarquent. Et puis l'autre, qui, moi, a été une claque, je l'ai lu adulte, mais c'est à la base pour les enfants, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Ok, alors je savais même qui n'a rien à voir avec la série, en fait. Enfin, la série s'en est inspirée, évidemment. J'avais vu quelques épisodes, mais moi, je trouvais ça vraiment gnangnan.
Et en fait, le bouquin, donc c'est une histoire vraie, donc de Laura Ingalls, qui raconte donc sur 7 livres. Alors des fois, il y a certains passages, elle donne tous les détails de comment ils fabriquent la maison en bois. Donc c'est une leçon de menuiserie, on peut passer ces passages. Mais en fait, en termes d'épreuves, de résilience, enfin moi, ça a été une véritable claque quand je traversais des épreuves. Et en fait, à côté, tu dis ça, tu dis ouais, en fait, c'est du pipi de chat, moi, ce que je vis à côté. Et en une vie, les trucs de dingue, ils ont dû reconstruire 4 fois leur maison pour des raisons différentes. Ils ont vécu un hiver, mais qui était interminable. Ils ont tous failli mourir. Quand à la fin, ils réussissent à planter le fruit de leur récolte, c'est bouffé par les corbeaux. Enfin, c'est des trucs de dingue où tu as des... C'est presque, tu te dis, bon, là, c'est bon, ils peuvent avoir une vie paisible. Ben non, il y a un autre truc qui arrive. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une vie où on vit des épreuves, mais quand même, on est épargné de manière générale. Oui. Eux, à l'époque, ils avaient le deuil, ils avaient la maladie, ils avaient ce qu'on a encore aujourd'hui, mais ils avaient en plus de ça beaucoup de cataclysmes, beaucoup de l'invasion de sauterelles qui bouffent tout pendant 3 ans. Enfin, c'est des épreuves de dingue. Et en fait, moi, ça a été une claque, une leçon d'humilité, de me dire, et quand elle raconte ça, ils rebondissaient à chaque fois. Ils se laissaient pas abattre, ils entraient pas en dépression. En fait, ils tournaient la page, ils disaient on va faire ci. Chaque fois, ils prennent des décisions pour. Et en fait, tu te dis mais tout le monde devrait lire ce genre d'histoire avant de se plaindre en fait. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Hein. Je veux dire chacun vit ce qu'il vit et on a le droit d'avoir des. Voilà. Mais c'est de se dire en fait ce que j'ai vécu, je peux quand même passer à autre chose. Eux, ils l'ont fait sur des choses terribles, ils sont passés à autre chose. Donc, je peux passer à autre chose. Et en termes de persévérance, de résilience, etc., je trouve que tous les jeunes devraient lire ces histoires-là pour fortifier son caractère et puis apprendre la patience, le courage, l'espérance de ne pas baisser les bras, etc., de rebondir. Donc, voilà. Une personne que tu aimerais écouter dans le podcast? Alors, j'avoue que je n'ai pas réfléchi à cette question. C'est pas grave, hein. Tu pourras couper au montage. Il y en a tellement. Ah ouais? Ah si. Une personne que je ne me lasse pas d'écouter, c'est Alexandre Astier. Ah, pardon. Celui qui a... Voilà, je sais, je mets la barre très haut. Je l'écris, mais bon. Non, d'un point de vue, sa vision de la vie... Ah ouais, non, mais tout. Dans ses choix de vie, ses choix artistiques. Ouais, il y a énormément de choses que j'aime. Bon, il est interviewé à certains endroits. Il y en a qui arrivent à la voir. Hein, c'est vrai. On ne sait jamais, pourquoi pas. Hein. Voilà. Pourquoi pas. Je te le souhaite. J'avoue. Et une dernière question, c'est est-ce que tu as un jeu que tu aimes bien faire avec les enfants? Il y en a 2. Vas-y. Alors c'est des vrais jeux de société. Alors c'est un domaine que j'ai pas abordé, mais en fait l'apprentissage, le jeu est la base de tous les apprentissages. Dans la vie, tu observes les animaux, ils apprennent tout par le jeu. Ils apprennent à se battre, ils apprennent à chasser leur nourriture, ils apprennent à vivre en fait par le jeu. Les petits jouent. Et nous, on a un peu écarté ça dans notre société. Mais moi, j'ai énormément joué avec ma fille, il y a plein de jeux. J'ai détourné plein de jeux pour les apprentissages aussi. Et ce que j'adore dans le jeu, c'est à la fois le fait de pouvoir faire ce que tu ne fais pas dans la vraie vie. C'est-à-dire, dans le jeu, tu as le droit de bluffer, parfois tu as le droit de mentir, selon les règles. Hein. Je dis pas qu'il faut tricher, je parle pas de triche, hein, voilà. Mais je trouve que ce genre de jeu est super pour permettre à l'enfant d'être dans un rôle autre que celui ou des valeurs qu'on transmet au quotidien. Et puis, il y a tout l'aspect stratégie, respect des règles, respect de l'autre, etc. Et donc, il y a 2 jeux que j'adore faire avec les jeunes. C'est le loup-garou. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Donc, voilà, chacun a un rôle. Et il faut essayer de trouver qui est les loups-garous, qui tue les villageois, etc. Et je trouve qu'en termes d'ambiance, pour créer un lien, pour apprendre aux jeunes à se défendre, à parler, mais sans être non plus dans l'agressivité, je trouve que c'est super. Et j'adore y jouer sans être dans le jeu. J'adore être le maître du jeu, en fait.
Et un autre jeu qui s'appelle le Times Bomb. Je ne sais pas si tu Non, connais. ça, je connais pas. C'est aussi un jeu de cartes. On a des cartes et tu as 2 équipes, mais personne ne sait qui est dans quelle équipe. Tu as Moriarty qui veut faire péter une bombe dans la tour de Londres et tu as Sherlock Holmes qui doit, avec ses acolytes, empêcher que la bombe explose. Ok. Et donc voilà, tout le monde a des cartes, tu as la carte rôle, etc. Et il faut bluffer pour savoir où est la bombe, où elle n'est pas, pour essayer de déjouer, etc. Ça se joue en plusieurs parties, c'est rapide. Une vraie partie dure, je sais pas, 15-20 minutes. Donc en fait, on enchaîne les parties, ce qui permet de changer de rôle très souvent. Que le loup-garou, ça dure plus longtemps quand même, une partie facile, 45 minutes. Et partout où on a proposé ce jeu, parce que nous, on est nomades, en fait, on vit en camping-car. Et donc, on va très souvent s'arrêter chez des gens. Et partout où on nous a dit, est-ce que vous aurez un jeu de société ? On en a plein, nous, dans notre camion. Il y a eu un placard qui est rempli de jeux de société. On propose celui-là, il a fait mouche à chaque fois. Autant chez les petits de 9-10 ans que chez les ados de 15-16 ans. Donc, voilà. D'accord. Je note. Merci beaucoup pour ton partage et le temps que tu nous accordes. Ça me fait vraiment plaisir déjà d'apprendre à te connaître. C'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Moi aussi, merci. En plus, ça a duré plus longtemps que ce qui était prévu. Je suis une grande bavarde, donc merci de ne pas m'avoir coupé. C'est gentil. Non, c'était un vrai plaisir. Merci partagé. Beaucoup. À une prochaine, du coup. À une prochaine. Bonne journée. Salut. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.